Et c'est une affaire de sous-marin qui en dit beaucoup sur l'état géopolitique du monde. Mercredi dernier, l'Australie a annulé le contrat du siècle avec la France, contrat de 56 milliards d'euros pour l'achat de 12 sous-marins. Au final, Canberra a préféré signer un partenariat de sécurité, dit AUKUS, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. 12 sous-marins à propulsion nucléaire et un accord qui vise, je cite, à défendre la paix et la stabilité dans toute la région, à savoir la zone Indo-Pacifique, au sein de laquelle, vous allez le voir, les appétits sont grands, les appétits chinois notamment. Depuis, c'est la crise diplomatique, vous l'avez suivi également, entre Paris, Washington et Canberra. La France rappelant même ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis. On en parle avec vous, Marianne Perrondoise. Vous êtes spécialiste des questions stratégiques dans cette zone Asie-Pacifique. Et avec vous également, Sylvie Bermann, vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de la France en Chine notamment et aussi en Grande-Bretagne. Première question, Sylvie Bermann, justement. En tant qu'ancienne ambassadrice, qu'est-ce qu'elle dit, la colère de la France, cette décision de rappeler ses ambassadeurs? Je crois que c'est même une première pour l'ambassadeur de France aux États-Unis. Oui, c'est une première. Il y a peut-être eu un précédent, mais au XVIIIe siècle. Donc là, c'est très fort. C'est pour montrer effectivement le mécontentement français, le sentiment d'avoir été trompé. Parce que les Australiens avaient réaffirmé à l'occasion d'une rencontre entre les ministres de la Défense et les ministres des Affaires étrangères des deux pays, français et australiens donc, l'importance de ce contrat. Donc 15 jours après, étant prévenu simplement quelques heures avant, c'est une surprise et effectivement la manifestation d'un mécontentement. À la fois à cause de la nature du contrat, signé il y a 6 ans pratiquement maintenant, en 2016, les pertes d'emplois et autres, mais en même temps sur le plan géostratégique parce que nous sommes une puissance du Pacifique avec... Et c'est ce que Jean-Yves Le Drian notamment a voulu réaffirmer toute cette semaine aussi, avec des mots très durs contre les États-Unis et contre Joe Biden, qu'il a même qualifié de semblable à Donald Trump, mais sans les tweets. Et on va écouter tout de suite le chef de la diplomatie française, justement. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Marianne Perrondoise, est-ce que cette rupture de l'accord par l'Australie, est-ce qu'on peut le dire clairement, c'est une humiliation pour la France ? C'est une marginalisation géopolitique, effectivement, assez conséquente, assez inexplicable, étant donné la posture de la France dans cette zone dont vous avez rappelé l'importance, et étant donné le partenariat qui, depuis de longues années, était en cours avec l'Australie. Par ailleurs, la France, au sein de l'Union européenne, on le sait, a été le pays moteur pour justement attirer l'attention de l'Union européenne sur cette zone. Et oui, le jour de l'annulation du contrat, l'Union européenne présentait un plan justement de développement, je crois, pour la zone Indo-Pacifique. Effectivement. Donc cette marginalisation stratégique, elle est assez inexplicable et elle est très très malheureuse et peut-être qu'elle révèle une large erreur d'appréciation de la place et de l'influence de la France dans cette zone. Donc il y a beaucoup d'interrogations en effet qui se posent. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si important pour la France justement cette zone Indo-Pacifique, parce que il y a un intérêt économique, on comprenait bien évidemment avec ce contrat avec l'Australie, mais il y a aussi ce côté diplomatique très important aussi d'être là, d'être présent. Pourquoi c'est si important pour la France d'être là-bas ? Alors, je pense que c'est important parce que la France est une puissance riveraine de façon très, très évidente. Elle a des intérêts matériels, économiques, en termes de population, en termes d'influence à défendre. Et c'est vrai que cette zone est très particulière. C'est une zone qui relie 2 théâtres maritimes majeurs. D'un côté, l'océan Indien, où la France donc est très active, très visible et très, très présente. Et donc cette zone pacifique, avec au milieu ce corridor où on essaye de protéger la navigation, ce corridor que représente la mer de Chine du Sud et les pays de l'ASEAN. Et là, en regardant une carte, on voit très bien stratégiquement l'importance de l'impact maritime et de la liberté de navigation, qui est quand même le motto, qui est un petit peu la phrase clé que répètent à l'envi les puissances indo-pacifiques et en premier lieu les États-Unis, puissance navale, et qui veulent absolument
protéger leurs accès au détroit et mettre en avant la protection des lignes de communication maritime. Oui, on va rappeler justement un chiffre. La zone Indo-Pacifique génère aujourd'hui près de 40% de la richesse mondiale. On parle de plus de 50% en 2040. On comprend l'attrait justement de cette zone. Clairement, Sylvie Bermann, non ? Non, absolument. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques mois, la signature du plus grand accord de libre-échange au monde, d'ailleurs dont la Chine faisait partie, ainsi que l'Australie et d'autres pays. Mais c'est en fait un transfert de la rivalité sino-américaine. C'est clairement ça, là. C'est effectivement le sujet, avec des menaces qui ont été quand même proférées par la Chine à l'égard de l'Australie. Pas des menaces d'invasion militaire, bien sûr, mais en tout cas des sanctions économiques. Ouais. Et les Américains sont totalement obsédés par la Chine et cherchent à rallier la majorité des pays à ce qui s'apparente quand même à une croisade. On va voir maintenant quels sont les intérêts justement géopolitiques qui se posent. On les a déjà évoqués dans un reportage justement de Maryse Burgot. Un Premier ministre australien sans état d'âme. À couteau tiré avec la Chine de Xi Jinping, il choisit son camp et se jette dans les bras de l'Américain Joe Biden. Enjeu de pouvoir sur cette bataille d'influence qui se joue dans la zone Indo-Pacifique. L'Australie est à des milliers de kilomètres des États-Unis. Mais ce qui réunit aujourd'hui ces deux pays, c'est leur obsession de la Chine. Ils ne supportent plus que Pékin veuille régner en maître sur toute cette zone. Ils ont trouvé la parade, ce contrat de sous-marin. Pour l'Australie, c'est une sorte d'assurance tout risque contre Pékin. Et tant pis pour les Français. L'Australie, qui a fait l'objet de multiples pressions de la Chine, d'une certaine manière, a complètement basculé dans le camp américain. C'est-à-dire que ce contrat traduit aussi une forme très probable d'intégration de la marine australienne à la marine américaine par rapport à la menace de la Chine. Un pacte entre Washington et Canberra au moment où les tensions militaires sont de plus en plus vives dans cette région. Dernier épisode, cette armada de 200 navires chinois que Pékin présente comme des bateaux de pêche. En fait, une milice maritime financée par la Chine pour défier les pays de la zone. Illustration parfaite de cet empire du milieu en quête de suprématie. Un comportement dans la région qui est perçu par l'Australie comme de plus en plus menaçant, notamment par exemple en mer de Chine méridionale où la Chine continue de militariser des îlots artificiels, ou bien dans le détroit de Taïwan où la menace sur Taïwan ne cesse de se renforcer. Cette confrontation entre l'Australie et la Chine couvait depuis des années. Mais la rupture définitive intervient en 2020. Pékin impose des sanctions économiques à l'Australie. Le vin, le bœuf, l'orge, le charbon sont surtaxés. Et c'est aussi cette guerre économique qui pousse les Australiens à s'abriter sous le parapluie américain. Marianne Perrondoise, Sylvie Bermann parlait d'une croisade des États-Unis justement contre la Chine. Et la France en fait les frais, en fait. C'est clairement ça, non ? Oui, il y a effectivement une compétition de puissance entre ces deux super grands et une volonté des États-Unis, effectivement, de ne pas laisser l'expansion tout à la fois maritime, économique et politique chinoise sans frein dans la zone. Et c'est vrai que sans doute la vision indo-pacifique portée par la France n'était pas assez résolue, n'était pas assez anti-chinoise, je le mets entre guillemets. Ils se sont mis clairement sous une espèce de suggestion à l'armée américaine, les Australiens, parce que les fameux sous-marins à propulsion nucléaire, ce ne sera pas avant 2040, 2050 peut-être, puisque le contrat n'est même pas signé, alors que la France, c'était plutôt 2030. Absolument. Donc en termes de sécurité, là, ils y perdent oui, mais dans un temps. Il y a bien autre chose dans cet accord. Il y a des échanges en matière de technologie, des échanges en matière de lutte anti-cybernétique, parce que finalement, il y a une menace globale qui se décline dans plusieurs domaines du côté chinois. Et c'est vrai que les États-Unis offrent vraisemblablement une assurance de sécurité qui paraît plus forte à l'Australie que la France, qui n'est peut-être pas
un partenaire dont les moyens militaires paraissent suffisamment dimensionnés. Il n'en demeure pas moins qu'on le veuille ou non, la France est là, elle va rester là. Elle a déjà des partenariats en cours dans la zone et c'est quand même une puissance dont les capacités sont loin d'être négligeables. Donc il faudra à un moment ou à un autre que la famille indo-pacifique se réconcilie si elle veut offrir un front cohérent face à justement l'ampleur de la menace chinoise qui vient d'être décrite et qui est réelle. Sylvie Bermann, vous qui avez passé du temps en Chine en tant qu'ambassadrice de la France, justement, comment vous les avez sentis, les Chinois, par rapport à cette zone Indo-Pacifique? On dit beaucoup que la Chine se réarme, se militarise, qu'elle veut s'étendre, notamment dans cette zone. C'est une réalité, ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les choses ont beaucoup évolué depuis mon départ, puisque j'ai quitté la Chine en 2014, et ce renforcement, en particulier des capacités maritimes, est très récent, vise peut-être les pays de la zone, mais aussi les Américains qui sont depuis longtemps très présents dans cette zone. Donc le risque aussi, c'est malgré tout de mettre de l'huile sur le feu. À force de présenter la Chine comme une menace, est-ce que ça garantira davantage la paix et la stabilité, comme le disent les Australiens? Ça reste à voir. C'est la raison aussi pour laquelle la France, l'Union européenne, a une ligne qui n'est pas vraiment une troisième voie, mais qui n'est pas d'alignement systématique sur Washington. Et est-ce que justement, il pourrait aller s'allier avec la Chine, tout simplement, dans cette zone, au niveau commercial, par exemple? Au niveau commercial, ça existe déjà. La Chine est le premier partenaire économique de l'Union européenne. Ouais. Donc ça existe déjà. Dans le domaine du changement climatique, de la santé, enfin, il y a beaucoup de domaines où la coopération avec la Chine est essentielle, mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, s'aligner sur la Chine. Justement, ce que veut la France, c'est pas d'alignement. En tout cas, là, on a l'impression que la Chine est quand même assez gagnante dans ce qui vient de se passer, puisque les États-Unis viennent de se fâcher avec quand même un allié historique, non ? Oui, alors la Chine peut effectivement se réjouir, et d'ailleurs elle n'a pas manqué de le faire, en étalant les dissensions au sein de l'Alliance et en insistant avec délice sur la duplicité américaine et sur le fait que finalement on ne peut pas faire confiance au grand allié américain. Et comme vous le savez, elle n'a pas assez de mots assez forts pour fustiger l'OTAN asiatique, puisque effectivement c'est ainsi qu'elle considère cette nouvelle alliance, ou toute coalition de toute façon qu'elle estime à juste titre dirigée quand même contre elle. Et question, est-ce qu'on peut parler encore une fois, c'est un terme qui est assez dévoyé, mais de guerre froide, Sylvie Bermann, justement, dans ce qui se passe actuellement ? Moi, je crois qu'on est effectivement dans une guerre froide. C'est pas la même qu'avec l'Union soviétique, qui était fondée essentiellement sur, qui n'était pas sur l'économie, mais qui l'était d'un point de vue militaire et idéologique. Là, c'est une guerre froide tous azimuts, parce que c'est aussi une guerre froide, absolument, dans le domaine technologique, dans le domaine idéologique, dans le domaine économique, etc. C'est vraiment une guerre, comme vous dites, multifactorielle. Donc presque pire finalement que la guerre froide américano-soviétique finalement qu'on a réussi à contenir parce qu'elle était simple. Et on verra la suite justement. Merci Sylvie Bermann d'avoir été avec nous. Merci Marianne Pérondoise également de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette situation complexe, on peut le dire, je crois.